American Jewish Committee. Merci d'être avec nous. Bonjour Simone. Bonjour Eva. Alors actuellement, évidemment, la question se pose de la pérennité du soutien occidental à l'Ukraine. C'est vrai qu'on a l'impression que la Russie, en tout cas, communique pas mal là-dessus et qu'elle aimerait bien que ça se produise. Mais est-ce que c'est un risque ? Oui, c'est pas malheureusement pas que la Russie qui communique dessus et où il n'y a pas de base. Donc il y a effectivement des raisons aujourd'hui de s'inquiéter. La guerre continue, les gens s'inquiètent, la population s'inquiète partout en Occident, en Europe. Bien sûr, il y a les questions de l'inflation, de la question de toutes les questions économiques, la question de l'envoi d'armes. Et donc également, cela a des conséquences politiques. On le voit notamment aux États-Unis et aussi ici chez nous en Europe avec les élections qui viennent d'avoir lieu en Slovaquie. Et puis également peut-être aussi l'attention détournée sur ce conflit en Arménie qui détourne en fait aussi un peu l'attention de l'Ukraine. Oui, vous avez raison, bien sûr. Mais je pense que c'est surtout la question aujourd'hui, encore une fois, la question de l'Ukraine est très concrète. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à continuer à soutenir financièrement, militairement, l'Ukraine pour qu'elle gagne cette guerre. Donc j'espère qu'on va pouvoir... c'est vrai qu'on a de multiples conflits maintenant dans le monde, y compris, vous avez raison, avec la situation en Arménie, mais il va bien falloir qu'on agisse partout, et parce que la question ukrainienne ne va pas disparaître, et si elle disparaît, en tout cas dans le mauvais sens, c'est un très mauvais signe pour nous tous. Il y a aussi évidemment cette situation politique en Slovaquie avec l'élection de Robert Fico, un populiste de gauche pro-russe. Est-ce que ça risque aussi de peser dans la balance ? Parce qu'il y a énormément de choses qui pèsent dans la balance, mais la politique, c'est aussi du symbole. Et là, c'est un symbole important. Ouais, vous avez raison, et c'est ce que je disais au début. Effectivement, on voit des deux côtés de l'Atlantique qu'aujourd'hui, il y a un affaiblissement dans le soutien. Et donc, effectivement, nous avons vu avec ce qui s'est passé au Congrès américain, où d'abord, pour éviter ce qu'on appelle un government shutdown, c'est-à-dire que pour fermer en fait le gouvernement, il y a eu des négociations au Congrès pour voter en réalité un budget, et que la question du soutien de l'Ukraine a été évincée. Ensuite, donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de budget continu pour financer les efforts de guerre de l'Ukraine du côté américain. Et donc effectivement, vous avez raison, la même question aujourd'hui se pose en Slovaquie. La Slovaquie a été jusqu'à maintenant, comme tous les pays d'Europe centrale, un énorme soutien à l'Ukraine. Et pendant la campagne des législatives, il est devenu clair que l'ancien Premier ministre Fico est très clairement pro-russe, qu'il a appelé d'arrêter le financement des armes pour l'Ukraine. Et donc, effectivement, sa victoire est un très mauvais signal qui est envoyé, y compris au sein même de l'Union européenne, où, vous savez, nous avions besoin de consensus pour voter quoi que ce soit. Alors, ça pourrait avoir quelles répercussions stratégiques et humaines de cesser le soutien à l'Ukraine et de laisser l'Ukraine finalement se débrouiller ? Parce qu'on pourrait se dire aussi, ce conflit, en fait, il dure, visiblement, il est amené à durer, donc ça pèse quand même. Vous avez raison, ça pèse, mais ce n'est pas uniquement un problème pour l'Ukraine, et nous l'avons dit à de nombreuses reprises. Le manque de soutien à l'Ukraine pourrait donc non seulement coûter des vies très concrètes qu'on voit déjà tous les jours, mais également encourager l'agression russe de déstabiliser davantage la région, avec des répercussions potentielles pour l'ensemble de la communauté internationale. Il faut juste écouter le chef de l'administration d'occupation russe de Zaporizhzhia, qui a déclaré il y a encore quelques jours que l'objectif de la Russie était d'occuper non seulement l'Ukraine, mais aussi les pays baltes, la Pologne et la Finlande. Donc, il a appelé ça les terres historiques de la Russie. Donc, ça, c'est la première question. Est-ce que cela va s'arrêter là,
ou au contraire, est-ce que la vision impérialiste de Vladimir Poutine va finalement affecter le reste de la région? C'est là-dessus aussi que le président Zelensky communique beaucoup concernant le soutien à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il dit régulièrement, il met en garde sur le fait que l'Ukraine, ce n'est que la première étape. Oui, mais il a absolument raison. Et ensuite, plus largement, plus symboliquement, c'est aussi que l'Ukraine se bat non seulement pour sa propre liberté, mais en réalité pour défendre nos propres valeurs démocratiques à l'échelle mondiale. Je veux dire, imaginons que demain, la Russie gagne et que l'Ukraine perde. Les conséquences de cela seraient catastrophiques. Ce seraient lesquelles? Ce serait catastrophique pour tout le monde occidental. Parce que quel message est-ce que cela enverrait à la Chine, qui regarde de très près Taïwan, à l'Iran, qui aujourd'hui est un allié très clair de la Russie, à la Corée du Nord, qui clairement fait des menaces quasiment quotidiennes. Donc, il s'agit ici de rien d'autre que la stabilité de l'ordre mondial comme nous le connaissons depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est la lutte contre la loi du plus fort? C'est la lutte contre les autocraties, et en tout cas les autocraties versus les démocraties, effectivement. Si jamais le fléchissement dans le soutien à l'Ukraine apparaît et que l'Ukraine, déjà pas mal en difficulté, doit cesser le combat, ce serait donc un signal dangereux aux autres acteurs autoritaires, ça vous l'avez dit. Et puis puisqu'on parle de loi du plus fort un peu, on va parler de ce qui s'est passé aussi à l'université de Lyon. À l'université de Lyon, il y a eu une conférence où il y avait une membre du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. C'est un mouvement terroriste, classé comme terroriste par l'Union européenne. Et donc, il a été question qu'elle ne puisse pas aller à cette conférence. C'est ce qu'avait dit la directrice de l'université de Lyon 2. Finalement, cette conférence a eu lieu et elle est venue quand même. Elle est venue effectivement quand même. Elle a été dans le public. Alors, c'était une ruse de l'association qui était en charge de l'invitation. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il y a un terrible décalage entre des petites paroles et les actes. Je pense que l'université Lyon 2 a clairement été défiée, et elle a été défiée parce qu'elle a été pas claire et parce qu'elle a été faible. Quand on regarde la lettre qui avait été envoyée au départ par la présidente de l'université Lyon 2, il est clairement dit, par exemple, qu'elle remet en question le sondage faite par l'UEJF et l'IFOP sur l'expérience, le vécu des étudiants français juifs dans les universités. Et d'ailleurs, on se demande ce que ça vient faire, cette justification-là, dans le fait d'interdire une conférence où il y a quelqu'un qui est classé, qui est membre d'une organisation classée comme terroriste dans une université. C'est la question qui se pose en priorité, en réalité. Vous avez raison. Et encore une fois, de dire que finalement, la méthodologie serait éventuellement pas suffisamment bien, etc. Je veux dire, c'est des choses absolument absurdes. On voit dans ce sondage que 9 étudiants sur 10 français... Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle se sent obligée de faire ça? Ou qu'elle a l'impression que c'est bien, peut-être même, de faire ça? Parce que c'est ça qui interroge, finalement. Oui, bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, effectivement, en tout cas, cela affaiblit très fortement le message. Et donc, c'est très simple en politique. Si on pense qu'une action n'a pas de conséquences, on le fait quand même. C'est ce que les hommes et les femmes politiques aux États-Unis ont compris avec la politique de la tolérance zéro. Ici, on fait tout sauf une politique de tolérance zéro. On envoie des messages ambigus, et donc effectivement, on se retrouve avec une membre du FPLP, membre d'une organisation terroriste de l'Union européenne, dans la salle à une très grande université en France. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken. Le Monde, selon Simone Rodan-Benzaken, à retrouver chaque vendredi dans le Grand Journal de Radio J.